Bonsoir. L'idée c'est de vous présenter un outil. Alors, on a fait un petit sondage tout à l'heure. Qui utilise MySQL en production ici? Ouais, ça fait quand même pas mal de gens. Qui connaît Percona Toolkit? Voilà, ça fait pas assez de monde ça. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques petits outils. Alors, il y en a, je crois, 26 ou 28. Je vais essayer de vous montrer quelques petits outils qui peuvent changer votre vie et le faire très simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à apprendre. Et vous allez voir que beaucoup de choses que vous embêtez à faire tous les jours dans MySQL, vous pouvez les faire avec Percona Toolkit. Alors ça s'appelle Percona parce que c'est une boîte qui a été fondée, c'est une boîte qui a été fondée par des gars qui ont fait MySQL en fait, qui ont beaucoup participé à MySQL. Et aujourd'hui ils ont fait une société commerciale qui fait plusieurs outils comme Percona Extra Backup, qui est l'un des seuls outils qui soit capable de faire du backup à chaud. Sur des bases de données MySQL, ils font Percona Extra DB, qui est un système pour faire de la réplication en cluster master. Ce qui fait que vous gardez le C et le A du théorème 4 dont on parlait tout à l'heure sur de la réplication, ce qui est assez rare. Alors, là c'est pas mal ça. Voilà. Donc, Percona Toolkit. Alors, rapidement, je m'appelle Corentin Larose, je suis le CTO et cofondateur d'une boîte qui s'appelle Kappa, qui est le deuxième job board français, et on est dans 11 pays aujourd'hui. Donc on a des grosses problématiques de base de données, etc., forcément, puisque on fait du matching en temps réel. Donc dès qu'on dit temps réel, dès qu'on a plusieurs millions d'utilisateurs et qu'on doit les matcher versus beaucoup de choses, ça devient très compliqué. Voilà. Je contribue pas mal en open source, etc. Donc ceux qui font des frameworks, il y en a quelques-uns parmi vous connaissent sûrement, on a dû se croiser déjà. Voilà. Alors, Percona Toolkit, c'est une spin-off d'un truc qui s'appelait MatKit. Alors peut-être que vous avez connu ça pour ceux qui utilisent Percona Toolkit. Donc 32 outils, je me trompais, vous voyez, qui fonctionnent très bien avec aussi bien les outils Percona que MySQL que MariaDB. C'est des outils très fortement testés. Je connais l'un des développeurs de Percona, c'est des vrais malades. Ça marche très bien et c'est très rare de trouver des bugs. Et quand on les trouve, ils les fixent très rapidement si c'est possible. À l'époque où j'ai commencé à faire ce talk, ça existait depuis 6 ans, aujourd'hui ça doit plus être 7 à 8 ans. Alors, le premier petit joujou, qui est assez rigolo, on est donc sur une machine, là on est sur un petit Raspberry, et vous allez voir, j'aurais pu le configurer, c'est un peu dégueulasse, désolé. Voilà. Ça, c'est tout un tas de data. Alors on va passer rapidement, évidemment, on va pas se faire le détail, mais c'est tout un tas de data sur votre base de données. Ça c'est une history, voilà, ça doit commencer là. Et dedans, ça vous paraît pas forcément évident au premier abord, mais il y a plein de choses qui vous intéressent. Typiquement, vous allez trouver le type de processeur, vous allez trouver la RAM, vous allez trouver des informations sur le disque, des statistiques, etc. Donc je vous le passe rapidement. Quand vous cherchez des infos sur votre base de données et comment elle est installée et ce qu'il y a comme hardware derrière, c'est le bon outil. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez vous l'envoyer par mail, ou vous pouvez le mettre dans un fichier, vous pouvez faire des diffs entre plusieurs serveurs. Donc c'est assez intéressant pour comparer ce qui se passe sur des machines. PT MySQL Summary. Alors ça, c'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci, ça concerne beaucoup plus MySQL lui-même. Donc, même chose. Ici, vous allez avoir tout un tas d'informations sur le nombre de connexions, le nombre de clients qui sont connectés, etc. Quand vous faites du diagnostic, vous arrivez chez un client, il y a quelque chose qui ne va pas sur une base de données. C'est les 2 premiers outils. Vous lancez ça et ça vous permet d'avoir vraiment des infos fraîches. Alors, je ne vous les détaille pas parce que on n'est pas là pour faire ça in-depth, mais toujours la même chose. Vous pouvez faire un cron qui vous l'envoie par mail. Derrière, vous pouvez faire du diff. Voilà. Alors, PT Archiver, là je ne vais pas faire de démo, mais ça c'est l'outil, s'il y en a parmi vous qui ont plusieurs millions de lignes dans une base de données et qui ont besoin d'en archiver parce qu'ils ne sont pas encore assez gros pour faire du sharding ou des choses comme ça, mais ils ont besoin de déplacer des enregistrements d'une base à une autre parce que ça commence à peser trop lourd. Vous avez tous expérimenté un truc qu'on connaît bien, c'est le problème que, particulièrement dans les bases InnoDB, quand vous allez essayer d'épiler des enregistrements qui sont là depuis très longtemps, très au fond de la base,
c'est très 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 long, particulièrement quand vous avez des where ou que vous avez des choses non indexées. Pity Archiver fait ça très très bien, et l'intérêt, c'est qu'en plus de faire ce travail-là qui est fastidieux, il va vérifier, si vous avez par exemple une réplication qui est en place, il va vérifier le lag sur la réplication, et si le lag commence à être plus important que le delta que vous avez donné max, il va arrêter son archivage le temps que la réplication rattrape le retard. Donc vous allez pouvoir archiver vos enregistrements en tâche de fond. Vous lancez un cron par exemple qui va dire bah, tiens, je vire tous les enregistrements qui ont plus de 6 mois et ils vont être déplacés vers votre base d'archives sans qu'il y ait absolument aucun... enfin ça ne va pas abîmer votre production parce que ça respecte vraiment la production. Donc ça c'est l'un des avantages, gros avantages des outils Percona, c'est qu'ils sont faits pour respecter votre production parce que c'est des outils qui sont faits pour être utilisés sur du live. Donc ça, c'est vraiment un outil. Si à un moment vous vous dites j'ai besoin d'archiver des lignes sur des très grosses bases, pensez à cet outil-là, il peut vous changer la vie. Il y a beaucoup de gens qui le développent eux-mêmes et je peux vous dire qu'ils n'arriveront jamais à la maturité de ce produit-là. Alors ça, s'il y a un truc qu'il faut que vous essayiez, c'est celui-là. Je vais vous montrer ce que ça fait. Alors je ne sais pas si j'ai eu la bonne idée de laisser des duplicates sur la base, je pense pas là. Mais, en fait l'idée c'est très simple, c'est qu'il va regarder la structure. Non, pas du tout. Il va regarder la structure de votre base de données et il va regarder si par hasard vous n'auriez pas des index surnuméraires qui servent à rien. Alors c'est très 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 courant, beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que typiquement, quand vous créez par exemple des clés étrangères, il y a des gens qui vont rajouter un index là où en fait ce qu'on appelle le leftmost part de l'index, c'est-à-dire la clé qui est la plus à gauche de l'index, peut servir d'index. Et typiquement vous allez avoir un doublon qui va apparaître à ce moment-là. Alors je vais pas forcément vous faire de démo là-dessus parce qu'il faut qu'on aille assez vite, on n'a qu'une demi-heure et c'est une conf que normalement on prend plutôt 45 minutes. Mais l'idée c'est qu'il va aller voir en faisant, je crois que je l'ai marqué quelque part, en gros sa façon de procéder en fait, c'est qu'il va faire un show create table, donc il va récupérer la structure actuelle de la table, il va regarder comment sont faits les index et il va détecter tous les duplicates. Et à partir de là, il y a des options qui vous permettent soit tout simplement d'avoir un rapport et il vous fournit les requêtes SQL qui permettent de supprimer les index surnuméraires, soit carrément d'exécuter les requêtes et de supprimer automatiquement les index. C'est très sûr. Ça a été utilisé sur des énormes systèmes en production et je vous engage à essayer ça. Installer Percona Toolkit, c'est hyper rapide, c'est un apt-get install si vous êtes sous Ubuntu, Debian ou un truc comme ça, ou un brew install si vous êtes sur Mac. Ça prend quelques secondes à installer et ça fonctionne directement. Et si vous regardez, vous allez regarder la doc de Percona Toolkit, vous verrez que les syntaxes sont vraiment très simples. Amusez-vous à jouer ça sur une de vos bases de données, je vous parie que vous allez trouver, si vous avez des contraintes d'intégrité, je vous parie que vous allez trouver des index surnuméraires. C'est un gros classique. Alors, Pity Query Digest, j'en ai mis un à tourner avant de commencer la conf. J'espère qu'il sera terminé. L'idée est simple. Vous connaissez le slow log de MySQL. Eh ben, il y a des façons de configurer ce slow log en lui disant log toutes les requêtes qui prennent plus de 0 secondes ou qui ont regardé plus de 0 enregistrement, donc virtuellement toutes les requêtes. Et l'intérêt de ça, c'est que dans le slow log, vous avez tout un tas d'informations qui ne sont pas présentes dans le general log de MySQL. Et ces informations-là, particulièrement si vous êtes sur du MariaDB ou du Percona, ExtraDB, elles sont amendées en plus par le moteur de MySQL. Et là, vous allez trouver tout un tas d'informations qui vous permettent de sortir des stats très intéressantes. Imaginez que vous avez un système qui est sous très forte charge et vous trouvez qu'il est lent. Vous avez des requêtes SQL et vous soupçonnez que ça vient des requêtes SQL. Si vous avez une requête qui est exécutée une fois par semaine et qui met 27 secondes, et que vous avez une requête qui est exécutée 100 millions de fois par jour et qui s'exécute en un dixième de seconde, l'intérêt c'est qu'il va vous faire un rapport sur ces requêtes-là et il va vous classer celles qui sont les plus intéressantes à optimiser. Alors peut-être que celle qui arrivera en tête de liste, c'est celle qui met 10 millisecondes à s'exécuter 100 millions de fois par jour, et peut-être que vous ne pouvez plus l'optimiser. Simplement, il vous dit, si vous optimisez celle-là, c'est là que vous allez gagner très très gros. Par contre, il y a de fortes chances que celle qui met 26 secondes et qui est exécutée qu'une seule fois par semaine, vous la trouviez même pas dans le catalogue parce qu'elle est inintéressante à exécuter, à optimiser. Alors, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est quand même assez intéressant. Vous allez passer tout simplement
Je suis complètement nouveau sous Mac, ça doit se voir. Où est-ce qu'on trouve le temp sous Mac? Très bonne question. Ouais, je vais faire ça en ligne de commande à l'ancienne. Allez. Je voudrais bien que vous voyez à quoi ça ressemble. Pas cool. Bon, ce sera pas pour cette fois-là, il n'est pas fini de générer. Le principe, c'est que vous allez trouver à l'intérieur en fait la liste de vos requêtes avec un hash. Alors, quelque chose qui est important à signaler. Imaginez que vous avez une requête du type select quelque chose from table where id égale. Eh bien, cet outil, il est capable de voir que c'est la même requête même si l'id change. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, il va grouper cette requête-là, il ne va pas vous mettre un conseil d'optimisation par requête. Il va vraiment être capable de trouver les requêtes qui sont communes et de vous dire là, il faudrait faire quelque chose. À partir de là, il vous donne une liste de requêtes et il vous dit combien elles ont pris en temps machine et il vous permet donc de savoir où il faut aller optimiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut agir sur plein de choses. Il peut agir aussi bien sur des logs, comme je vous disais, mais tout le monde n'a pas envie de faire démarrer le slow log en loguant toutes les requêtes. Il peut travailler sur d'autres choses. Il peut travailler aussi bien sur un socket que sur le show processing. Enfin, il peut faire beaucoup de choses. Donc, je vous engage à regarder la doc de ce truc-là si vous avez des problèmes de performance, typiquement. Vous vous amusez pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ou voire 12 heures si vous avez la possibilité de le faire à tourner vraiment vos logs, et puis ensuite vous le faites analyser. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup de voir ce que ça fait, parce que derrière, quand vous allez voir le résultat, vous aurez vraiment des solutions toutes faites à vos problèmes. Alors, en plus, dans le fichier qui sort, vous avez une explication de l'exécution de la requête qui, la plupart du temps, vous dit où il faudrait optimiser. Alors, Snap, Crackle et Pub, vous ne voyez pas, ils sont posés par terre, c'est un petit cluster de Raspberry Pi. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, qui ici a fait tourner un cluster MySQL? Ah, ça fait pas beaucoup de monde, ça. Alors, du coup, je me demande, est-ce que vous voulez qu'on creuse un peu plus sur l'outil que je viens de vous montrer là, en essayant de vous faire un log, ou est-ce que ça vous intéresse de voir ce qu'on peut faire avec un cluster et surtout ce qu'on peut réparer quand on a des problèmes? Je sais pas, qui risque d'avoir des problématiques de cluster en MySQL? C'est-à-dire l'idée d'avoir à minima un master avec des slaves derrière. Ouais. Bon, allez, ça fait 2 personnes. Je vais vous montrer en gros ce qu'on peut faire. Vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, j'aurais pu poser la question comme ça. Qui a plusieurs serveurs MySQL? Ah, bah c'est déjà un peu mieux, voilà. Est-ce que ça vous arrive de vous demander s'ils sont configurés pareil? Ouais. Bon, bah voilà, déjà vous allez avoir une réponse. Alors, vous savez quoi? En fait, je regardais pas la bonne machine, c'est pour ça que j'avais pas mes logs, on les verra peut-être. Il est toujours en train de calculer. Alors, Pity config-diff. Généralement, donc là j'ai lancé un Pity config-diff sur les 3 machines de mon cluster. Bon, il se trouve que c'est un cluster, donc elles sont plutôt bien configurées. Alors, on a Snap, on a Crackle et on a Pop. Vous voyez que la première, c'est le master. Donc son logbin est on, ce qui est absolument normal. On n'a rien trouvé, là on n'a pas trouvé de problème. Et les serveurs ID sont différents, c'est normal, c'est le principe du serveur ID, c'est qu'il n'y en a jamais deux pareils. Mais figurez-vous que, si par exemple, je prends maintenant Crackle, et que je m'amuse à aller sur MySQL, vous allez voir où est l'utilité de ça. Ici, allez, je vais avoir de la chance, génial. Non, pas ça.
On va s'amuser à setter quelque chose. Typiquement, on va changer le general log. Alors le general log, c'est tout simplement l'outil qui vous permet de loguer toutes les requêtes qui passent dans MySQL dans un fichier de log. Donc là, je vais l'éteindre parce qu'il était allumé. Mon plus gros problème étant de trouver les touches sur ce Mac. Voilà. Ma requête est passée. Je reviens sur mon outil de diff et je le rejoue. Et là, je croise les doigts. D'accord. Eh bien, c'est donc qu'il était éteint. Donc, on va maintenant. Ouais, vous me dites rien, je vous dis qu'il faut que je l'éteigne et je l'allume. Vous m'aidez pas là. Voilà, là je l'ai. Voilà. Donc là, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez en bas, j'ai pas tout à fait le même écran que vous parce que j'ai moins de... Vous voyez que le general log, il est éteint sur Kraken. Donc, aussitôt, si vous avez plusieurs machines, c'est hyper simple. Vous faites un petit config diff et vous mettez les 3 noms des hosts. Alors vous allez devoir mettre aussi peut-être des login passwords si c'est pas les mêmes partout, etc. Là évidemment c'est configuré pour la démo. Mais c'est hyper simple à utiliser et instantanément on voit le problème. Alors ça a sauvé la vie de plusieurs admins parce que, bon, évidemment, si vous avez 2 serveurs, à la limite vous ouvrez vous ouvrez un Tmux ou vous ouvrez 2 terminaux l'un à côté de l'autre, vous allez vite voir les diffs. Maintenant si vous en avez 100, c'est pas la même. Voilà à quoi ça sert. Donc ça, c'est le genre d'outil qui a été créé typiquement par des gens qui ont eu le problème et qui ont eu à réfléchir à une solution pour que ça change. Pity config diff, donc ça fait toujours partie du même outil, hein, c'est pas des outils installés séparément, c'est toujours le même. Alors, Pity table checksum. Alors celui-là, c'est un outil qui est fabuleux. Si vous avez de la réplication sur MySQL, donc là vous êtes passé du côté obscur, c'est-à-dire que sur le théorème CAP dont on parlait tout à l'heure, vous avez A et P. C'est-à-dire que vous allez écrire sur le master, et puis vous allez vouloir lire ce que vous avez écrit sur le slave. Manque de peau, votre serveur il n'a pas assez d'IOPS, il est en retard. Il a des secondes et des secondes et des secondes de retard. Et ce que vous avez écrit, vous ne pouvez même pas lire. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir A et P dans CAP. C'est pas génial. Donc ça, c'est le lot commun de tous les gens qui font de la réplication classique sur MySQL. Vous avez un master et vous avez des slaves. Et les slaves sont parfois en retard. Donc vous devez faire ce qu'il faut pour qu'applicativement, ça ne pose pas de problème. Eh bien, il y a d'autres problèmes. C'est que si vous avez un stagiaire un peu idiot, ou même un CTO un peu idiot, ça peut arriver aussi, qui casse la réplication, tout simplement en faisant par exemple une suppression d'une ligne sur un slave, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois que vous allez vouloir faire un update ou un delete sur cette ligne depuis le master, vous allez avoir une erreur. Mais vous n'allez pas avoir d'erreur au niveau du master, vous allez avoir une erreur au niveau du slave. Et donc la réplication va se casser. C'est-à-dire qu'elle va tout simplement s'arrêter. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de moyen, parce que vous n'allez pas aller dans votre machine slave, trouver la ligne qui est cassée et la réinscrire. Eh bien, cet outil vous permet de le faire. C'est-à-dire qu'il va comparer, il va faire des hashes, des tables sur le master, et il va les comparer avec les hashes des mêmes tables sur le slave. Alors, toujours la même chose, il respecte la production. Vous pouvez faire tourner ça en production, même si vous avez des milliards et des milliards et des milliards de lignes, ça ne posera absolument aucun problème, puisqu'il observe sans arrêt le lag de réplication, et s'il y a le moindre problème, il ralentit, voire il s'arrête. Donc, il va parcourir toutes vos tables, il va faire ce qu'on appelle des chunks, c'est-à-dire des morceaux de tables, et il va vérifier qu'ils sont identiques. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il va mettre ça dans une table. Et à ce moment-là, vous avez le même outil. Alors, je ne sais pas si j'ai détaillé son... Voilà. Le même outil qui est décliné sous un autre nom qui s'appelle PTTable Sync, et celui-ci va vous permettre de resynchroniser vos tables. Comment il va faire? Il pourrait faire des inserts, des deletes ou des updates sur le slave. Ce serait extrêmement complexe à faire. Et en fait, ils ont une très très bonne idée. Ils vont juste jouer des replays, c'est-à-dire c'est une requête qui est idempotente, c'est-à-dire que si vous la faites jouer 10 fois de suite, vous aurez 10 fois le même résultat. Il va faire jouer des replays sur le master. Et comme il y a une réplication qui est en route, la réplication, elle va faire le travail sur les slaves. Donc, s'il y avait quelque chose à changer, ça va être changé. Et puis s'il n'y avait rien à changer, ça va rester comme c'était. Mais on ne fait jamais aucune écriture sur les slaves. À partir de là,
ça va vous permettre de réparer des tables qui sont endommagées. Donc, si vous avez une réplication MySQL, alors je crois comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on a une ici, ben je l'engage, cette personne, à faire tourner cet outil-là sur sa table et pour avoir de grosses surprises. Parce qu'en fait, MySQL est connu, particulièrement dans son modèle master-slave, pour perdre des enregistrements. Alors, c'est pas quelque chose qui est automatique, ça se fait pas toujours, mais c'est très courant quand on fait du consulting sur des grosses bases de données, de trouver des bases où il manque des enregistrements dans les slaves. Et il y a la faute humaine la plupart du temps, mais il peut y avoir aussi des problèmes de relais log ou des choses comme ça. Je regarde quelle heure il est. Si on a le temps, je vous ferai une démo, je pense que ce sera court. Alors, PT Orbit. Alors ça, c'est un outil qui est très intéressant. Quand vous avez un master et un slave, comme je vous disais, vous pouvez perdre la consistency, le C du CAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, vous créez un compte utilisateur, et puis juste derrière, vous voulez le loguer. Typiquement, avec une API, vous ne faites pas ça dans la même action. Eh bien, entre le moment où vous avez créé ce compte sur le master et le moment où vous voulez lire des informations pour le loguer, il n'a pas encore été répliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard dans la réplication, ça peut arriver. Et là, ce qui est assez intéressant quand même, c'est de pouvoir être alerté quand ce retard-là dépasse un certain seuil. Il existe dans MySQL un outil interne pour le faire, ça s'appelle MySQL Slave Status. Donc quand vous êtes dans votre com, vous êtes dans MySQL, vous faites Slave Status, point d'interrogation, point virgule, et il va vous donner toute une liste d'indicateurs, dont un qui s'appelle Second Behind Master, et qui dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire combien j'ai de retard par rapport au master. Sauf que cet indicateur, il est absolument pas... on ne peut vraiment pas se référer à cet indicateur-là sur des grosses machines, parce que la façon dont il est fait, fait qu'en fait, il n'est pas du tout fiable. En revanche, Percona a développé un outil qui est très bien fait, c'est le PT Orbit, que vous allez démoniser, c'est-à-dire que vous allez faire tourner comme un démon sur le serveur. Et cet outil-là, il va tout simplement passer son temps à envoyer des informations sur le master dans une table qu'il aura créée spécialement pour lui. Et ces informations-là, elles contiennent des timestamps. Alors c'est un outil qui n'est pas si simple qu'on pourrait le penser, mais c'est très facile à utiliser. Et du coup, il alimente cette table-là. Et puis il y a un autre outil, enfin c'est le même outil mais avec des paramètres différents, qui va exploiter cette table-là sur les slaves et être capable d'en inférer un retard. Et ce retard-là est extrêmement fiable. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on peut l'utiliser applicativement. Typiquement, si vous avez des gros batchs dans votre back-office, ou des choses comme ça, vous pouvez observer séquentiellement, je ne sais pas, toutes les 100 insertions ou tous les 100 updates, vous pouvez observer PT Orbit avec une ligne de PHP, de Python ou que sais-je. Et si vous voyez que le retard est en train de croître, vous pouvez arrêter votre système. Et là, vous allez suivre un petit peu la philosophie de Percona Toolkit, qui ralentit quand il est en train d'abîmer la production. Et ça, c'est quelque chose de pas mal, parce que quand les systèmes grossissent, au bout d'un moment, on ne peut plus se contenter de faire les choses la nuit. La nuit, elle ne dure pas assez longtemps, surtout quand vous êtes sur tous les fuseaux horaires. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de travailler sur des choses qui sont plus ou moins en prod, et du coup, il ne faut pas abîmer la prod. Et ça, c'est une bonne façon d'observer ce qui est en train de se passer et de vérifier où on en est au niveau du retard entre le master et le slave. Voilà. Alors pour info, après avoir longtemps cherché comment résoudre les problèmes d'élasticité entre le master et le slave, j'ai fini par revenir au bon CA, c'est-à-dire consistency, au lieu d'avoir du partitionnement, et par utiliser de la réplication de master-master. La réplication master-master, ça règle tous les problèmes dont on parlait tout à l'heure, c'était de dire, quand vous avez créé un utilisateur, il est tout de suite disponible à la lecture. Et ça, c'est offert par MariaDB avec Galera ou par Percona avec XtraDB Cluster. Et si vous devez faire de la réplication, je vous engage à vous poser la question, avant de commencer à faire de la réplication, est-ce que c'est le métier de mon application de gérer cette élasticité, ou est-ce que c'est pas plutôt le métier d'une queue? Typiquement, si vous avez besoin de faire des choses qui sont élastiques, où il y a une inconnue sur la durée, eh ben, je pense qu'il vaut mieux passer par des outils de queuing que d'utiliser de la réplication master-slave. Voilà. Question? Bravo. Merci.
Je suis désolé, on était un petit peu court pour faire des démos machine, parce que normalement ce que je fais en fait, c'est que je fais tourner le cluster sous un sysbench et ensuite je le casse pour montrer comment on peut le réparer. Mais en une demi-heure, c'est un peu court. Non, c'était pour savoir, est-ce qu'il y a un outil qui permet de mieux comprendre l'incompréhensible show engine InnoDB status? Parce que ça peut arriver qu'il y ait des deadlocks, des transactions qui pètent, et quand on regarde ce truc-là, à moins d'avoir un PhD, c'est un peu tendu à comprendre. Je suis d'accord. Le show InnoDB status est illisible et il existe effectivement quelque chose qui parle des deadlocks particulièrement, et c'est souvent ce qu'on va chercher dans le show InnoDB status. Je pitié quelque chose. Il y en a 32, donc il suffit de les passer. Et il ne faut pas hésiter à tous les lire parce que les noms ne sont pas forcément évidents. On ne comprend pas forcément ce qu'il y a dedans par le nom. Donc oui, ça existe. Juste rapidement, est-ce que toi tu conseillerais de vraiment passer tout de suite à un MariaDB, un PerconaDB? Si vous avez de la réplication, sans aucune hésitation, un Percona XtraDB ou un MariaDB avec une couche Galera au-dessus. Pour une raison très simple, c'est que sauf si vous n'avez rien à faire, typiquement si vous avez un forum par exemple, vous n'en avez rien à foutre que les informations apparaissent à l'affichage 15 secondes après qu'elles aient été créées. C'est le seul cas où je conseillerais à quelqu'un d'utiliser la réplication normale. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un cluster master. Et on a effectivement un slave MySQL qui, lui, peut être tout le temps en retard. D'ailleurs, il est tout le temps en retard. Et son utilisation, c'est uniquement de faire des opérations interruptives, c'est-à-dire typiquement des backups, des énormes requêtes de sagouin qui prennent une demi-heure à tourner ou des choses comme ça. Et ça, on les fait sur le slave, parce que le slave, de toute façon, il n'est pas synchrone. Donc c'est pas gênant si on lui met du retard, si on le fatigue, etc., etc. Donc voilà, c'est la seule utilisation qu'on a de nous. Est-ce qu'il y a encore une question? Une bonne question. Non, on remercie Corentin d'être venu jusqu'à nous.